Bonjour à tous, bienvenue dans Vox Pop. Au sommaire cette semaine, doit-on fermer nos prisons? En Europe, près de 500 000 personnes sont incarcérées. Pourtant, si des alternatives à l'enfermement existent, les conditions des détentions restent bien souvent calamiteuses et la surpopulation chronique. Alors, l'incarcération sert-elle encore à quelque chose? Nous en débattrons avec les criminologues David Scott depuis l'Angleterre et Marcello Aebi depuis la Suisse. Notre enquête nous conduira ensuite en Suède, pays modèle où l'incarcération est le dernier recours, sans oublier l'éclairage de nos correspondants, Martina Castigliani en Italie et Marcel Sell en Belgique. Voilà, c'est le multiplex européen de la rédaction de Vox Pop, c'est cette semaine, et c'est parti. En Belgique, en Italie, en France ou en Hongrie, le taux d'occupation des prisons dépasse largement les 100%. Une situation explosive pour les détenus et les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. C'est le prologue et c'est tout de suite. Au-delà de cette limite, vos droits ne seraient-ils plus valables? La plupart des gens ici ont besoin de soins d'infirmières, qui n'existent pas. La crasse est inimaginable. C'est une pièce de 25 mètres carrés dans laquelle vivent plus de 15 personnes. Vous voyez un homme qui est positif au VIH. Il est en phase terminale. Il le garde ici alors qu'il a 5 enfants qui l'attendent dehors. J'ai des doutes. Vous pensez que ce sont des conditions de vie humaines? Je ne saurais dire. 5 ans plus tard, rien n'a changé dans cette prison de la honte, la principale prison grecque. Toujours surpeuplée, le taux d'occupation y est de 140%, et les prisonniers sont entassés jusqu'à 7 dans des cellules de 9 mètres carrés et demi, dévorées de moisissures, sur des matelas crasseux et infestés de punaises. Ces conditions indignes et une surpopulation carcérale chronique, on les subit dans 12 pays européens. En tête, la Belgique, avec en moyenne plus de 120 détenus pour 100 places disponibles. Puis l'Italie, plus de 118 détenus pour 100 places. Et la France, ou encore la Hongrie, l'Autriche et le Danemark. En janvier 2020, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions dégradantes de détention dans plusieurs de ses prisons, où l'espace minimal de 3 mètres carrés au sol pour chaque détenu n'est pas respecté. On a beau construire de nouvelles prisons, le nombre de personnes écrouées ne cesse d'augmenter. Recours excessif à la détention provisoire, allongement de la durée des peines et pénalisation de délits mineurs sont autant de causes de cette inflation carcérale. Le niveau de violence ne peut qu'augmenter dans un tel environnement. En mars 2020, en Italie, des émeutes ont éclaté dans 49 établissements pénitentiaires contre une promiscuité devenue intolérable en temps d'épidémie. Des prisons surpeuplées sont des prisons où la sécurité ne peut être assurée, pas même la survie des détenus. On s'y suicide 6 fois plus qu'en milieu libre. On sait depuis longtemps maintenant que l'emprisonnement ne dissuade ni de la délinquance, ni de la récidive. Si vous mettez quelqu'un, un animal renfermé dans une pièce 3 mètres sur 4 à 2, sans douche, sans rien, pour moi, c'est pas humain. Il sort de là blindé de haine. Alors, la prison est-elle contre-productive? Et quelles sont les alternatives? Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir David Scott. Vous êtes criminologue anglais, vous enseignez à l'Open University de Manchester. Bienvenue à vous. Avec nous également Marcello Aebi, vous êtes également criminologue et vous enseignez à l'Université de Lausanne. Messieurs, peut-être David Scott, on vient de l'entendre, surpopulation, conditions de détention déplorables. Est-ce qu'il faut fermer nos prisons selon vous? Oui, absolument. Toutes les raisons que vous venez de donner sont des indicateurs qui montrent que les prisons ne fonctionnent pas. Ces lieux génèrent plus de souffrance qu'ils ne gèrent les besoins des détenus. Il est donc temps d'essayer quelque chose de complètement différent.
et d'admettre que depuis plus de 200 ans, nos prisons sont des institutions en échec, qui ont été fondées dans la violence, la souffrance et la mort. L'idée que la prison devrait être une institution qui fait souffrir, c'est quelque chose que dans une société civilisée, nous devrions abandonner. Les prisons sont contre-productives et sont plus susceptibles de créer des problèmes que d'en résoudre. Marcello Aebi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que finalement, on voit que c'est plus un créateur de problèmes que quelque chose qui permet de réinsérer les individus? Bonjour, je connais bien la posture abolitionniste, je la respecte, mais mon opinion, c'est que la prison doit être toujours le dernier recours. Que c'est une sorte de mal nécessaire parce qu'il y a certains cas pour lesquels on n'arrive pas pour l'instant à trouver une autre solution que de protéger la société en isolant certaines personnes, en ne les laissant pas en liberté. Mais comment expliquer, et on vient de l'entendre dans le prologue, que la surpopulation carcérale, que la criminalité, la violence au sein de ces institutions soit aussi importante dans plusieurs pays d'Europe? C'est qu'au fond, la prison est un espace de mort sociale où les détenus sont négligés, ignorés. Leur voix n'est pas entendue. Ils sont placés toujours plus en marge de la société. Et c'est pour cela qu'on arrive à des niveaux impressionnants d'automutilation. Dans les prisons d'Angleterre et du Pays de Galles, il y a des cas d'automutilation enregistrés toutes les 10 minutes. Des gens essayent de se tuer tous les jours en prison. Nous devons tous nous attaquer au cœur du problème et reconnaître que les prisons sont des institutions de violence. Et on ne peut jamais répondre à la violence par la violence. Marcello Aebi, au vu de cette situation qu'on vient de décrire, est-ce qu'il existe des alternatives à cet enfermement? Vous disiez que ça devait être un dernier recours. Alors, qu'en est-il des autres possibilités? Ce qui est important là de retenir, c'est quand on dit mesures alternatives, ça veut dire qu'elle devrait remplacer l'emprisonnement. Or, le risque, c'est que parfois, elle tend à être des peines supplémentaires. C'est-à-dire que deux personnes qui, normalement, n'auraient pas été sanctionnées avec une peine d'emprisonnement, risquent de se faire sanctionner avec une peine alternative parce que comme ça, on donne l'impression qu'on fait quelque chose avec le coupable. Alors, vous allez l'entendre, dans la plupart des pays, le bracelet électronique reste une alternative courante à l'enfermement, sauf que quand il vient à manquer, cela pose des problèmes. Alors, bonjour Martina Castigliani, c'est le cas en Italie, c'est bien ça? Oui, l'Italie manque cruellement de bracelets électroniques et ce n'est pas faute d'avoir mis les moyens. Depuis 2001 et les premiers tests effectués, 200 millions d'euros ont été dépensés dans différents appels d'offres. Des dizaines de milliers de bracelets électroniques ont été commandés pour lutter contre la surpopulation, car le taux d'occupation des prisons atteint 120% en Italie. Mais en mars 2020, seulement 2600 bracelets électroniques étaient en service. Un chiffre ridiculement bas que les lenteurs de l'administration ou l'opacité des marchés publics ne parviennent pas à expliquer. Mais Martina, comment le vivent les détenus qui pouvaient en bénéficier alors? Il y a 15 000 détenus condamnés à moins de 2 ans de prison qui pourraient en bénéficier. Ils sont en attente et la situation est déjà très explosive. En mars dernier, 27 établissements pénitentiaires ont été le théâtre d'émeutes, qui se sont soldées par 14 morts et 35 millions d'euros de dégâts. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé la commande de 4 700 bracelets électroniques supplémentaires pour décongestionner les prisons. Mais selon les chiffres de l'association Antigone, qui défend les droits des prisonniers, moins de 1000 détenus en ont réellement bénéficié. Merci beaucoup, Martina. Alors, Marcello Aebi, diriez-vous qu'il y a un manque de volonté politique dans la mise en place d'alternatives à l'enfermement et, par exemple, de l'attribution de bracelets électroniques? Mais je ne pense pas qu'il manque la volonté politique. Je pense que ce qui se passe avec le système de bracelets électroniques, c'est qu'il est très coûteux. Il y a un marché énorme derrière ça. Il y a des intérêts économiques aussi, les entreprises qui les produisent.
Maintenir ces bracelets, c'est coûteux, parce qu'il faut les monitoriser. C'est pas, vous mettez un bracelet, c'est très bien. Et maintenant, on fait quoi? Quelqu'un doit être en train de contrôler si la personne sort du périmètre dans lequel elle se trouve. Donc la mise en place, ça se présente parfois comme une sorte de panacée, mais la mise en place est assez compliquée. David Scott, vous êtes d'accord? Le problème avec la surveillance électronique, c'est qu'elle transforme le domicile en prison. C'est toujours fait avec cette notion de punition. Ça n'a pas pour objectif d'aider la victime, ni d'aider les personnes à porter la responsabilité de leurs actes. C'est juste une contrainte physique. Mais j'aimerais savoir quelle serait, si les peines alternatives sont aussi critiquées, quelle serait l'alternative? Qu'est-ce qu'on fait? Prenons des cas concrets. Vous faites quoi avec un pédophile qui a abusé de 10 enfants? Vous faites quoi avec un violeur? Vous faites quoi avec un terroriste qui a mis une bombe? Comment est-ce qu'on fait pour protéger la société? Donc, je suis prêt pour entrer dans un débat. OK, prison non, qu'est-ce qu'on fait en dehors des peines alternatives? Allons, soyons honnêtes. Environ 1% des personnes qui commettent des violences sexuelles finissent par être incarcérées dans notre système actuel. Cela signifie donc qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas la pédophilie, nous ne prenons pas la violence contre les femmes, nous ne prenons pas le viol au sérieux. La première chose que nous devons faire pour toute alternative est d'être centrés sur la victime et d'examiner réellement comment nous pouvons répondre aux personnes qui ont été victimes d'actes horribles et préjudiciables. C'est très bien, le respect des droits des victimes est fondamental, je suis d'accord, mais on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les condamnés dans ces cas. Mais moi, je voudrais savoir des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, justement, proposition concrète, je vous propose d'aller en Suède. Comment éviter la récidive et favoriser la réinsertion des détenus? C'est tout l'enjeu des politiques carcérales. Donc, depuis plusieurs années, le pays encourage les alternatives à l'enfermement jusqu'à fermer ses prisons. C'est une enquête d'Agnès Hupschmann. Les portes du pénitencier d'Aby sont désormais ouvertes jour et nuit. L'administration carcérale suédoise a fermé définitivement en 2014 cette prison située à une centaine de kilomètres de Stockholm. Et depuis, le bâtiment est devenu un centre d'accueil de réfugiés. Nous voici dans un couloir où se trouvent les anciennes cellules. Ce sont maintenant des chambres pour ceux qui habitent ici, dans notre centre de réfugiés. Voici une cellule. Maintenant, c'est une chambre. Et la différence, bien sûr, c'est que ce n'est plus fermé à clé. Les gens peuvent aller et venir comme ils veulent. 3 autres prisons suédoises ont également mis la clé sous la porte, faute de clients ces dernières années. La raison, ici pas de surpopulation carcérale, mais au contraire, un déclin spectaculaire du nombre de détenus depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, le pays scandinave est parmi ceux au monde comptant le moins de prisonniers, avec 0,5 détenus pour 1000 habitants, 2 fois moins qu'en France, et un taux de récidive parmi les plus bas d'Europe. Depuis des décennies, le système carcéral suédois est érigé en modèle dans le monde entier, comme l'un des plus libéraux et des plus humains. Alors, quelle est la recette de cette méthode suédoise? Peut-on offrir une seconde chance aux criminels plutôt que les enfermer? Comme tous les jours de la semaine, c'est l'heure de la traite. Mais celui qui s'occupe des vaches n'est pas un éleveur comme les autres. Il est détenu dans une ferme prison. J'aime bien travailler avec les animaux. Ça me calme. Nous sommes dans l'une des 12 prisons ouvertes de Suède. Ici, à Rojan, 60 condamnés s'occupent d'agriculture biologique et du bétail. Nous pensons que cela entraîne les détenus à l'empathie. Ils doivent penser aux besoins d'un autre être vivant, au-delà d'eux-mêmes. C'est une prison sans barbelés et sans caméra de surveillance, où les prisonniers ont la clé de leur cellule individuelle et une grande liberté.
Ils peuvent se déplacer librement. Nous avons un chemin dans la forêt là-bas, où ils peuvent faire de l'exercice, jouer au mini-golf ou autre chose. Certains prisonniers peuvent sortir de l'enceinte de la prison pour aller dans les champs avec leur tracteur. Donc ils sont très responsables de leur temps. La Suède garantit à ses détenus 6 heures d'activité par jour, payées 1,2 € de l'heure. Car ici, on mise sur le fait de donner aux condamnés les moins dangereux une occasion de refaire leur vie. En cas de mauvais comportement, c'est retour à la case prison classique dans des cellules fermées. Nous avons très peu d'évasion depuis cette prison, car ils savent que c'est bien ici et qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils s'enfuient. La Suède a mis au point un arsenal judiciaire peu répressif. Pour les condamnés les moins dangereux, la justice suédoise déploie en priorité toute une gamme de sanctions plus douces que la prison. Du travail communautaire au bracelet électronique, en passant par des périodes de probation. L'enfermement pur et dur n'a lieu qu'en dernier ressort. Une méthode à 1000 lieues des traditions carcérales du reste de l'Europe. Il y a une tradition qui est de punir ceux qui ont commis des crimes en les traitant durement, sans approche humaine. Ce n'est pas notre méthode. Nous voulons au contraire qu'il y ait une bonne qualité de vie pour pouvoir se concentrer sur ce qui nous semble être le plus important. La préparation à un retour vers une vie meilleure dans la société. Les geôles suédoises, même de très haute sécurité, ont la réputation d'être des prisons 5 étoiles, avec salle de sport, chambre individuelle avec télévision et sanitaire privé. En prime, au fur et à mesure que la peine s'écoule, le parcours des prisonniers progresse selon un système évolutif très motivant. Ils passent de la prison classique à la prison ouverte, en terminant parfois par un étonnant régime de semi-liberté à la mode suédoise. Salut les gars. Salut. C'est le cas de Tord. Il purge la fin de sa peine dans cet immeuble discret de la banlieue de Stockholm. Condamné à 6 ans de prison, il a passé 3 ans et demi enfermé avant d'être accepté dans ce que l'on appelle une maison de mi-chemin. Un établissement qui a presque le goût de la liberté. Chaque jour, je dois prouver que je ne suis pas ivre et que je n'ai ni bu ni pris d'autres substances. Ok. Ah, c'est bon, 0. J'ai le droit de rester ici un jour de plus. La surveillance est très stricte, mais ici, chacun bénéficie d'un petit studio indépendant et de beaucoup d'autonomie. Vous êtes dans mon humble chambre, ou ma cellule, comme je l'appelle. C'est l'endroit où je vais habiter pour 1 an. C'est beaucoup mieux que la prison. Pour bien marquer la rupture avec la prison, ici on n'appelle d'ailleurs pas les détenus des condamnés, mais des clients. Un statut privilégié qui exige en retour de chaque prisonnier qu'il trouve un emploi à l'extérieur ou une formation validée par l'administration pénitentiaire. L'avantage avec la maison de mi-chemin, c'est qu'ils peuvent s'entraîner à l'indépendance, à se débrouiller tout seuls. Ça augmente les chances pour qu'ils arrivent à s'en sortir après. Encore faut-il que les condamnés aient un projet pour leur avenir. Faute de quoi, certains se sentent un peu livrés à eux-mêmes. Il y a de la répression ici aussi, mais différente. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien pour moi, ni pour les autres. Nous avons beaucoup de liberté, mais pourquoi faire? Que veulent-ils de nous? En Suède aussi, la sortie de prison est souvent ressentie comme un grand saut dans le vide pour les condamnés. Mais là encore, il existe des voies de secours, comme cette association unique en son genre, CRIS, littéralement la revanche des criminels dans la société. Bonjour, Michael. Alors, comment vas-tu? Ça va, je me bats. Cette association de réinsertion est entièrement gérée par d'anciens criminels. Des personnes comme Sarah. Après 4 séjours en prison, elle a aujourd'hui tourné la page de la drogue et de la délinquance, et c'est elle qui aide les détenus en fin de peine. Ils sont nombreux à penser que la peine est terminée quand on est libre. Mais c'est souvent là que ça commence. On ne se trouve pas à 0, mais en dessous de 0. Les relations familiales sont détruites, ils n'ont nulle part où aller, et c'est là que Chris joue son rôle.
L'efficacité de Chris repose sur la disponibilité totale des bénévoles pour les détenus. Jour et nuit, 7 jours sur 7, un babysitting intégral qui commence le jour de la sortie de prison. Nous les attendons en voiture devant le portail, car c'est pendant les premières 24 heures de liberté que le risque de récidive est le plus élevé, aussi bien concernant la criminalité que la dépendance. Nous les amenons à notre association et nous leur offrons une sorte de vaccination de 24 heures, comme on dit. On repousse l'éventuelle récidive à plus tard. Et surtout, on espère qu'ils reviennent le lendemain et qu'ils retrouvent une vie sociale chez nous. De nombreux pays de l'Ouest européen rêvent de s'inspirer des méthodes pénitentiaires suédoises, mais ce modèle n'est pas si facile à copier. Cela tient surtout à notre philosophie, la manière dont nous percevons le rôle de la prison. Il y a une approche éthique. Avez-vous réellement dans vos prisons des gens qui croient au changement des criminels ? Ce ne sont pas juste des gens qui postulent pour un simple emploi. Il faut être sûr que ceux qui vont travailler en prison ont un engagement fort, qu'ils veulent travailler pour changer les gens. Reste qu'une telle politique a un coût. Le budget consacré pour chaque personne détenue est 2 fois plus élevé en Suède qu'en France. Alors, on vient de le voir, Marcello Aibi, la Suède semble être un exemple en fait sur ces questions des prisons ouvertes, des fermetures de prisons. Diriez-vous qu'il y a une question culturelle, que certains pays ne sont pas prêts à mettre en place ce genre de choses? Pourquoi, du coup, ce n'est pas mis en œuvre? Les différences culturelles existent. Par exemple, dans le pays de l'Est, les peines sont très longues. La différence clé ici pour expliquer les taux de population pénitentiaire, c'est la durée des peines. Les pays nordiques ont des peines très courtes. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de personnes qui entrent en prison, mais il reste peu de temps. Si vous allez au sud, par exemple Espagne, Portugal, surtout l'Espagne, vous avez peu de personnes qui entrent en prison, mais elles restent très longtemps. Parce que les peines qu'ils appliquent, le code pénal est très dur. Et là, oui, il y a des questions culturelles. Et il y a les lois qui sont faites d'une certaine manière. Il y a aussi une spécificité, notamment en France ou en Belgique, c'est la détention provisoire. En Europe, on estime qu'un prisonnier sur 5 est en détention provisoire. Est-ce que vous diriez que c'est une dérive de notre système judiciaire et que c'est ce qui explique aussi cette surpopulation carcérale ? Il y a 2 très grandes problématiques ici. La première, c'est que la détention provisoire n'est pas toujours conforme aux procédures régulières, car des personnes sont placées en prison alors qu'elles n'ont jamais été jugées coupables de quoi que ce soit. Cela soulève donc de profondes questions morales sur la légitimité même des formes de détention avant un procès. Il y a aussi une question pragmatique très importante qui concerne tous les pays sans distinction. Quand des personnes sont en détention provisoire, cela a un impact négatif sur leur défense. Prenez l'Angleterre et le Pays de Galles. Sur 80 000 détenus, 10 000 doivent être en détention provisoire. Ce sont des personnes qui sont souvent issues de milieux sociaux très défavorisés, qui ont subi toutes sortes de difficultés dans leur vie. Et lorsqu'ils sont placés en détention, c'est très difficile pour eux de travailler efficacement sur leur défense. Donc selon vous, en fait, il y a quoi? Il y a une part de démagogie dans l'idée d'enfermer? Il y a une dimension politique, en fait, électoraliste là-dedans? Nous devons reconnaître que beaucoup de pays dans lesquels nous vivons sont connus pour être des sociétés de maintien de l'ordre. L'argument serait, de la part de certains politiciens de droite, que le débat moral est un débat dans lequel la sévérité à l'égard du crime est considérée comme attrayante pour la population. Ce dont nous avons besoin, en fait, c'est d'une approche beaucoup plus sociale pour répondre aux besoins humains et reconnaître que plus nous avons d'aide sociale dans une société, moins cette société est punitive. Alors, œuvrer à la réinsertion des détenus est peut-être l'enjeu le plus ardu pour les gouvernements. Bonjour Marcel Sel, vous êtes en Belgique, à Bruxelles, et c'est peu dire que votre gouvernement n'a pas les moyens de ses ambitions, c'est bien ça ? Mais oui, c'est-à-dire qu'en Belgique, on a pris beaucoup de retard dans le thème de la réinsertion, notamment pour une question de volonté, mais aussi pour une question de moyens. Pourtant, le budget de la justice en Belgique est d'environ 0,45% du PIB, ce qui la place juste en dessous de la moyenne européenne. Mais nous héritons de prisons vétustes, surpeuplées, parfois centenaires, et donc tout ça coûte très cher, et finalement, depuis des
décennies, ce qu'on fait, c'est qu'on règle le problème immobilier. Pour vous donner une idée, entre 2010 et 2016, la Belgique a dû louer une prison à son voisin néerlandais. Et donc, oui, et pour 500 prisonniers. Et donc, entre-temps, on a évidemment construit d'autres installations, mais les prisonniers en paient le prix, puisque un directeur de prison en Belgique a 3,50 € pour nourrir un prisonnier tous les jours. Mais alors, il y a pourtant eu des réformes, Marcel, ces dernières années en Belgique pour aider les détenus justement à une réinsertion meilleure dans la société, non ? Alors oui et non. En effet, en 2015, le ministre de la Justice, Koen Geens, a proposé d'abolir les peines de prison les plus courtes. Selon lui, elles ne permettaient pas aux prisonniers de suivre un programme de réinsertion digne de ce nom. Mais bon, on est 5 ans plus tard, la loi n'est toujours pas passée. Bon, merci beaucoup Marcel. Marcello Aebi, comment est-ce qu'on peut travailler à cette réinsertion et empêcher la récidive ? Il y a énormément de programmes qui existent, qui sont utilisés par exemple pour des auteurs de violences domestiques qui ont de meilleurs résultats que d'autres. Les programmes basés sur la psychologie cognitive, par exemple, semblent donner des résultats qui sont meilleurs que d'autres programmes. David Scott, à l'heure où, où certains pays ont des difficultés à tenir leur budget, cette question de la réinsertion est le parent pauvre en fait, de cette question de la prison. Nous dépensons des sommes gigantesques dans les prisons à travers le monde. 3,4 millions de livres vont dans le budget des prisons en Angleterre et au Pays de Galles. Reconnaissons que c'est de l'argent qui serait mieux dépensé ailleurs. Parce que ce qu'il faut vraiment pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés, c'est un changement social. Mettons des moyens dans des domaines tels que le logement, l'éducation, pour que les gens obtiennent de véritables emplois. Aller vers toujours plus de punitions ne va pas apporter de solution. C'est facile à dire, avec davantage d'éducation, les choses se passeront mieux. Pourtant, on a eu une augmentation de l'éducation en Europe après la Deuxième Guerre mondiale et partout dans le monde énorme, et on continue à se plaindre de certaines choses. Donc, il faut investir, mais il faut investir de manière intelligente. Et il faut tester, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que ça fonctionne, je le garde. Si ça ne fonctionne pas, je ne le garde pas. David Scott, vous êtes d'accord ? Je crois totalement à l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. J'entends. Éducation, éducation, éducation. Merci à tous les deux. Merci David Scott depuis l'Angleterre. Merci Marcello Aebi depuis la Suisse. Merci également à Marcel Sell en Belgique. Merci à Martina Castigliani en Italie pour nous avoir éclairés sur ces questions. Voilà, Vox Pop c'est terminé pour aujourd'hui. Mais bien entendu, vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur arte.tv. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.